Bonjour à toutes et à tous. On va commencer avec la conférence. Merci de votre patience. Et je vous remercie énormément pour de savoir connecter et de participer à ce webinaire. En attendant un peu plus que l'intégralité des participants s'y connectent, je me présente vite fait. Je suis Thomas Meunier. Je consacre des études en économie et gestion à l'Université Paris-Nanterre et je suis chargé de mission au département des conférences et webinaires chez la FNSEU. Aujourd'hui, je vais être le modérateur de ce webinaire. Aujourd'hui, on aborde le thème, comme vous savez, la diplomatie climatique et de rationnement, les perspectives après la COP30 avec la participation exceptionnelle de M. Jonathan Mendes. Pour commencer, j'y donne une brève introduction en attendant que l'ensemble des participants arrivent. Donc, comme vous savez, actuellement, notre génération a été témoin de ces événements chaotiques, c'est-à-dire ces événements qui doivent susciter une priorité dans les discussions internationales, les débats publics et l'agenda politique. On a témoigné des catastrophes naturelles, comme vous savez, telles que les inondations brutales à Valence, en Espagne, à cause de la Havana, à Veracruz, au Mexique, par la ceinture de pluie causant des milliards de victimes à cause des énormes tempêtes, des régions d'Europe atteignant des températures anormales de plus de 4 degrés Celsius, comme à Paris ou en Italie, enfin, comme vous l'avez vécu la plupart d'entre vous cet été. Et par exemple, au Vietnam et aux Philippines, les personnes sont en train de perdre accès à l'eau douce à cause de l'augmentation du niveau de la mer. Et enfin, je pourrais finir cette liste avec des nombreux incendies causés dans le monde entier par des sécheresses durables dans des régions comme la Californie, par exemple aux États-Unis, en janvier de cette année. Malheureusement, cette liste continue à augmenter et pour cela, je pense que au passé, maintenant et dans le futur, il est responsabilité de tous d'en parler, d'en discuter, d'en débattre et d'en diffuser. Ce constat n'est pas nouveau. Celui-ci a été établi à la fin du XXe siècle en donnant lieu à la création de la COP, en français les conférences des parties, qui est exactement une réunion annuelle des pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et en étant évidemment l'organe suprême de cette convention, elle prend en charge la supervision de la mise en œuvre de ces engagements internationaux pour lutter contre le réchauffement climatique. Or, enfin, en étant tous les témoins de ces changements environnementaux à l'échelle internationale, il est primordial de rappeler la problématique qui est abordée aujourd'hui. Comment peut-on intégrer l'urgence socio-climatique au sein des relations internationales? Que révèlent les dernières négociations climatiques, particulièrement la COP30, sur la capacité des États à coopérer face à ces défis globaux? Donc, à ce titre, avec le département des conférences sur l'avenir, avec la FNDU, on est très remerciant d'accueillir M. Jonathan Mendes, une voix émergente du Sud global qui est défenseur des droits humains et climatiques et en plus qui a participé activement à des discussions représentant El Salvador lors de la COP 26 à Glasgow et aussi à la COP 30 au Brésil, qui se servira de son expertise évidemment pour répondre à ces questions. Ainsi, pour continuer la conférence, comme vous l'avez dit, on changera un peu le format et M. Mendes continuera en espagnol, mais on aura la traduction en français. Donc, M. Mendes, je vous remercie pour accepter notre invitation et je vous cède la parole. Bonjour à tous. Merci. Merci pour l'introduction. Merci pour l'opportunité d'être présent dans cet espace. Merci à tous en France. Et merci à toutes les personnes qui se connectent. Je crois que vous devez avoir une traduction française actuellement. Je voudrais présenter à l'écran et je voudrais mentionner aussi que ce sujet est très important parce qu'il y a eu beaucoup de conférences. Nous avons beaucoup parlé sur le sujet de la COP, mais nous allons parler aujourd'hui de comment, depuis le Global Sud, nous pouvons transformer la diplomatie. Nous pouvons changer les règles du jeu. Ou est-ce que nous pouvons
avoir une action réelle sur la situation climatique actuelle et pour qu'elle soit acceptée. Comme le titre de cette conférence, quand le climat est un chaos total, la diplomatie n'a plus de droit à l'inaction. Et par rapport à ça, je vais vous parler depuis la partie de l'Amazonie. Si vous voyez l'écran, le partage d'écran, là j'ai l'Amazonie derrière moi. C'est un lieu plein de nature. Et je vais vous dire quelque chose de très important, qu'une fois que les négociations sont terminées, il y a eu des inondations, il y a eu des incendies, il y a eu des manifestations, comme vous pouvez voir à l'image, où des agents de sécurité ont usé de violence contre des personnes autochtones. Bien sûr, le travail fait par les peuples autochtones n'a pas eu assez d'effet. Et je voulais vous parler justement de ça, et nous allons commencer avec cette question: de quoi sert la justice climatique si elle ne sauve pas des vies? Si partout dans le monde, il y a des personnes qui meurent à cause des sujets climatiques. Il y a eu plus de 56 000 délégats de plusieurs pays du monde. Il y a eu 2500 représentants des peuples autochtones, mais il y a aussi 2000 lobbyistes des énergies fossiles. Et un texte final qui ne parle pas des énergies fossiles. Je ne viens pas vous parler qu'est-ce qui a été dit à la COP, mais je viens vous dire ce qui n'a pas été dit. Et je voudrais commencer en vous parlant de cela. C'est très important que ce soit clair, ces aspects, ce qui n'a pas été dit sur ce qui se vit au niveau du territoire. Moi, j'ai participé à des négociations, j'ai été avec les personnes des peuples autochtones, j'ai parlé avec eux et j'ai vu des réalités qui ne sont jamais mentionnées dans les négociations, des choses qui ne sont pas dans les textes et qui sont très questionnables au niveau de la COP. Et c'est pour cela que nous allons parler ce paradoxe dans lequel il y a beaucoup de lobbyistes de l'énergie fossile. Il y avait plus de 5000 lobbyistes. Quand on voit les pétroliers, on peut voir qu'ils envoient beaucoup de représentants de leur pays. Et je vais commencer à parler de moi. Moi, j'ai commencé à parler du changement climatique en 2019 avec une organisation à l'université. J'ai grandi auprès des communautés affectées par la violence au Salvador, en Amérique centrale. J'ai participé dans ma première COP à Glasgow en 2021, la COP 26. Et ça a été de l'espoir et des promesses pour moi. Mais moi, en sortant de là, j'ai dit parce que c'était un échec cette COP, dans plusieurs aspects. Pourquoi? Parce que cette COP a donné une priorité aux gains économiques et n'a pas mis au centre la vie humaine. Même si ça a été la première COP qui a permis des manifestations. Moi, je l'ai senti personnellement comme un échec, cette COP. Je crois depuis les outils que nous avions au moment, j'ai pu apprendre et comprendre que cela était un échec pour la vie humaine. Mais il y a eu des promesses et il y a eu des discussions. Et la COP 2025 a été une COP où la diplomatie n'a pas affronté en fait les lobbyistes, et dans un monde complètement fracturé, on peut voir qu'il y a des problématiques totalement différentes maintenant. Il y a une question qui change tout. Pourquoi est-ce que nous sommes ici à la COP si ceux qui polluent le plus ont plus de voix que ceux qui souffrent le plus? Ces pays qui contaminent plus sont ceux qui prennent les vraies décisions et pas les personnes qui sont affectées et qui souffrent le plus de la crise climatique comme nous le vivons aujourd'hui. Et donc il y a un vrai collapse
climatique que nous vivons. La COP 30 a été à Belen en Amazonie, mais l'Amazonie n'est pas celle qui a mis des règles. L'Amazonie n'a pas pu décider pour elle-même. Il y a une réalité et les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. En 2025, c'est la première fois que nous avons dépassé 1,5 degré de manière permanente. 80 pays ont bloqué toute mention des combustibles fossiles. Plus de 5 000 lobbyistes des énergies fossiles, plus que les délégations des pays nationaux. Il a été dit qu'il y avait seulement 1600, mais en fait, il y a eu plus de 5000 en réalité. Et il y a une barrière dans la représentation. Pourquoi? Il y a une crise même, je dirais, une barrière structurelle, une crise structurelle qui historiquement a limité la participation du Sud global. Il faut voir cette différenciation. L'exclusion, tokenisme, c'est-à-dire qu'il y a les peuples autochtones, ils participent à la COP, mais c'est seulement de la décoration, à l'inverse d'une participation réelle. C'est ce que voulaient les peuples autochtones quand ils sont arrivés dans la zone bleue de la COP. Ils voulaient qu'on les écoute vraiment et qu'il y ait des décisions réelles prises pour eux. Mais c'était un chiffre seulement symbolique, 2000 représentants des peuples autochtones. Ça a été vraiment une participation symbolique. Et dans ce sens, qu'est-ce que ça signifie? Cela, c'est que participer à cette COP, un billet pour Belen, c'est le salaire annuel d'un activiste du Sud global. C'est hors de portée financièrement pour ces personnes-là d'y participer. Nous allons faire autonomie de l'échec. Qu'est-ce qui est mal allé? Et dans ces 3 péchés capitaux de Bélem, le triomphe des pétro-États, l'Arabie Saoudite, la Russie, et d'autres pétro-États qui ont bloqué la route pour bloquer les combustibles fossiles. Il y a une hypocrisie totale. Le Brésil a perforé l'Amazonie alors qu'il disait que c'était une COP verte. Et le consensus était un piège aussi, parce que les pays protecteurs, des pays protecteurs de pétrole ont droit à des vétos sur les règles qui vont être mises en place, alors que ce sont eux qui contaminent actuellement. Il y avait des entreprises qui avaient un PIB plus important que des pays du Sud global. Et ces entreprises avec un PIB supérieur au PIB d'un pays, avaient plus de lobby, plus de pouvoir en fait au niveau des discussions internationales. Dans la COP 30, le problème, ce n'est pas le manque d'informations, c'est l'abondance d'intérêts. La science n'a pas été écoutée durant cette conférence. L'information est abondante, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des intérêts. La financement climatique a été une promesse vide de sens. On a dit qu'il allait tripler le fonds d'adaptation, mais sans date limite, sans mécanisme. Il faut plus de 1300 milliards de dollars pour pouvoir avoir un véritable impact. Et il n'y a pas de décisions réelles qui sont prises pour changer les choses. Et l'exclusion systématique aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un débat sur la définition biologique contre le sujet de genre, par exemple, qu'impulse l'Argentine. Il y a des vrais débats sur le sujet. Sur les conséquences au niveau du genre sur les conséquences climatiques qui affectent aussi plus les femmes que les hommes. Il y a eu des manifestants qui ont été réprimés. Ces manifestants
ont été reçus au début avec des applaudissements et tout ça, et ensuite l'immeuble a été entouré par des militaires, par des personnes armées. Il y a eu une vraie répression des manifestants durant cette COP. C'était lamentable ce qui est arrivé. Je ne veux pas me plaindre plus que ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui a fonctionné? Il est important aussi de dire qu'il y a eu quelques avancées et nous ne pouvons pas les ignorer, comme le mécanisme de transition juste. Vous pouvez voir ça sur Internet, dans la page officielle. C'est le premier cadre contraignant pour protéger les travailleurs dans la transition énergétique. Il y a une reconnaissance historique aussi des peuples autochtones. Il y a leurs savoirs traditionnels qui sont reconnus maintenant comme solution fondamentale au niveau du climat. Autre chose, c'est la déclaration contre la désinformation. 12 pays ont signé contre le négationnisme qui est soutenu par l'industrie fossile qui veut nier les effets du changement climatique. Autre sujet, c'est le sujet des manifestations. Il y a eu plus de 70 000 personnes qui ont protesté, et moi aussi j'ai participé à la manifestation. Et ce sont des choses que l'on ne pouvait pas faire avant. En Égypte, en Arabie Saoudite, il n'était pas possible de manifester à Dubaï non plus. Donc, pendant la COP 26 dans laquelle j'ai participé à Glasgow, oui, il y a eu des manifestations, mais ils n'ont pas eu l'impact qu'il y a eu cette année. Plus de 70 000 personnes, c'est historique. Et autre chose importante de comprendre, c'est que la crise climatique, ce n'est pas seulement au niveau de l'environnement, c'est une crise de pouvoir, d'inégalité et de droits humains. Quelque chose sur lequel nous ne réfléchissions pas avant. Je voulais mentionner aussi au niveau de mon expérience, au niveau de la jeunesse et de la participation. Avec la jeunesse, il y a toujours le sujet du tokenisme, la décoration, le fait de faire participer les jeunes seulement pour décorer, de manière symbolique, et qu'il n'y ait pas de participation réelle. Il n'y a pas de pouvoir de la jeunesse qui parle, qui prennent des décisions. 80 pays ont été représentés dans cette COP. Il y a eu un campement historique de la jeunesse. Aussi, nous avons parlé de la demande qu'au moins 5% du financement climatique soit donné aux organisations de jeunes. Mais il y a eu un véritable dilemme. C'est qu'on nous invite à parler, mais pas à décider. On nous invite pour parler, pour dire et dire et dire, mais on ne nous permet pas de décider. Cela est fondamental pour les personnes jeunes qui sont présentes. Ils nous invitent beaucoup pour parler, mais pas pour prendre des décisions. J'ai aimé le fait que la Colombie ait assumé de donner du pouvoir aux jeunes dans la première conférence qu'ils feront en avril en 2026. Et très important de leur regarder cette conférence parce que parler de l'impact des combustibles fossiles, c'est très important. Ensuite, pour entrer un peu plus en profondeur, c'est de changer le système depuis l'intérieur. Moi, j'ai participé au niveau des Nations Unies, j'ai été fonctionnaire au niveau des Nations Unies, j'ai travaillé là-bas, j'ai été à Genève avec le commissaire, avec les rapporteurs spéciaux, sur l'environnement, sur des personnes défenseurs et d'autres sujets. Et depuis l'intérieur, ma mère et mon père ont vécu dans l'extrême pauvreté et l'éducation pour moi était fondamentale. Et c'est ce qui m'a permis de connaître, mais aussi la réalité. Et je veux parler de la diplomatie en tant qu'outil pour surgir et en tant qu'outil de transformation. Comment voir le système? C'est une question qui était clé dans cette discussion. Et il faut vraiment prendre ça en compte parce que je voulais parler de ce qui se fait depuis 10 ans, depuis les 10 ans que maintenant que je fais ça dans des espaces internationaux et voir que le système n'est pas détruit. Il est designé de cette manière.
il y a une protection des intérêts et pas de la planète. Toutes les décisions qui sont prises sont là pour protéger des intérêts et non la planète. L'architecture des Nations Unies en 1945 ne servent plus pour les crises que nous vivons maintenant en 2026. Quelque chose qui ne veut pas être accepté, mais c'est une réalité. Même si le pacte du futur permet une réforme, propose une réforme, il est important de comprendre que l'architecture ne fonctionne pas parce que les intérêts économiques sont en train de décider et pas la science et pas les personnes vulnérables. D'autres leçons au niveau du langage, que le langage diplomatique peut être une arme ou un bouclier. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a une différence entre l'action et la rhétorique. Je vois beaucoup de diplomates, de fonctionnaires qui parlent, qui ont une vraie rhétorique, mais les actions que nous voyons sont diverses. Il y a des chemins qui sont pris et qui disent beaucoup si une décision, c'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup mais font peu. Et ce dont je parle, les pétro-États sont prêts avec un vocabulaire technique et tout ça, parce qu'ils vont là-bas pour faire du lobbying. Ils utilisent des personnes jeunes et les mettent dans ces espaces pour faire du lobbying pour les combustibles fossiles et pour que les décisions qui soient prises soient en leur faveur. Je connais beaucoup d'activistes qui n'ont pas voulu à la COP parce que les entreprises qui étaient pour le combustible fossile leur donnaient l'argent pour le voyage, pour le logement, et donc ils ont préféré ne pas participer plutôt qu'être financés par ces entreprises fossiles, parce qu'il y a des intérêts cachés. Et autre leçon, c'est que la pression externe bouge plus que la pression interne. Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, la Convention de Paris 2015, c'est le résultat d'années d'activisme. Cela a été des années d'activisme pour qu'il y ait un véritable accord entre les États. Et même cet accord est encore ignoré par beaucoup de ces pays parce qu'il y a beaucoup de projets qui violent cet accord. Et cette COP a été un échec dans ce sens-là, parce qu'il a ignoré la sentence de la CIG ignorée au niveau de l'urgence climatique. Elles ont été ignorées à la COP 30. Je voudrais mentionner des stratégies pour des personnes qui veulent changer le système, parce que c'est important. Comment est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons parler, par exemple, au niveau de ces sujets. Tout d'abord, il faut maîtriser le langage du pouvoir, apprendre le vocabulaire technique, la NCD, tous les sujets au niveau du changement climatique. Il faut connaître leur vocabulaire et leur langue pour pouvoir contrer leurs arguments. Ce langage climatique, il faut vraiment le maîtriser. Parce que plusieurs fois des personnes, et je crois que c'est un sujet de domination, ils le savent, parce que les personnes des peuples autochtones n'ont pas cette technicité au niveau du vocabulaire. Ils n'ont pas besoin parce que eux protègent de manière ancestrale ce que nous détruisons avec notre technicité. Et c'est un véritable privilège qu'ont ces personnes qui maîtrisent un petit peu ce vocabulaire technique. Eux disent qu'ils veulent protéger les arbres, l'eau. Il n'y a pas besoin de technicité. Mais ceux qui décident et prennent les décisions ont cette technicité. Il est donc important de connaître leur vocabulaire. Je l'ai mentionné aussi dans le slide d'avant. Le système, la pression externe bouge plus que la pression interne. Et pour cela, les manifestations des peuples autochtones qui sont entrés dans la zone bleue, nous avons été parce que nous avons leur territoire. Mais ceux qui ont mis en place les règles, ce ne sont pas eux, mais ces intérêts internationaux. Donc c'est important de
connaître un petit peu ce langage technique. Et donc il est important pour être un activiste dans la rue, mais aussi être dans les salons de l'ONU, par exemple. Autre chose, c'est construire des alliances sud-sud. La Colombie est un pays qui a du pétrole, mais il offre des alternatives en recevant des conférences qui parlent de l'abandon des énergies fossiles. Et c'est très important. C'est important aussi le pouvoir de petits pays comme Vanuatu, Tuvalu, qui sont des voies morales. Et il faut les connaître. Il y a aussi un réseau de jeunes qui, au lieu d'être en compétition l'un contre l'autre, collaborent. Il faut aussi utiliser les contradictions du système contre ce système. Par exemple, le Brésil détruit la forêt pour la COP et dit que c'est une COP verte. Et cette contradiction peut être utilisée contre eux. Et les sentences aussi internationales sont importantes, même si les pays les ignorent. Ce sont des précédents. Je voulais parler aussi de cette hypocrisie au niveau des décisions internationales historiques qui ont été données et parler beaucoup de ces sujets-là. Autre chose, c'est créer des espaces parallèles de pouvoir. J'ai vu qu'il y avait des espaces qu'il n'y avait pas dans la COP 30. En Colombie 2026, il y avait cela. Et cela a permis de créer des espaces parallèles. Et ce qui a permis à des personnes, des peuples autochtones, de dialoguer avec des personnes qui ont un véritable pouvoir. Pas forcément, donc ne pas avoir cet espace dans le système, mais en dehors du système. Donc il faut créer ces espaces parallèles. Comme la Colombie 2026 va faire cette première conférence en dehors du système officiel de l'ONU et en parlant des combustibles fossiles. Et il y aura des conférences aussi gérées par la société civile. Donc il y a un vrai pouvoir de la société civile à ce niveau-là. Je veux aller pour conclure, je voudrais parler du dilemme éthique. Réformer ou abandonner. Il me demande toujours quand est-ce que je participe à la COP, si ça vaut la peine de continuer à participer. Il y a des personnes qui sont très déçues, et avec raison, des COP. Parce qu'il y a plus de 30 COP, et qu'est-ce qui se passe? Nous ne voyons pas de résultats réels, au contraire. Il y a plus de déforestation, et nous sommes en train de détruire notre planète. Les hivers sont de plus en plus durs, les étés de plus en plus chauds. Donc il faudrait participer à un espace. Est-ce qu'il faut participer à un espace qui est en plein échec? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'ils ont beaucoup parlé. Le multilatéralisme a parlé, est en crise, mais c'est la seule chose que l'on a actuellement. C'est la seule chose que nous avons. Et le secrétaire général Antonio Gutiérrez de l'ONU a dit que le consensus est de plus en plus difficile dans un monde divisé. Nous savons que les États-Unis n'ont pas participé à la COP. Et c'est un des pays qui contamine le plus. Aussi, je pourrais dire, l'alternative, un système imparfait n'est pas le chaos, mais le transformer, le coloniser depuis la communauté, depuis la nature, comme nous disons. Un aspect de colonisation, mais pour les intérêts de la vie. Les intérêts de la vie. Travailler de l'intérieur et créer une pression depuis l'extérieur. Ça, c'est important. Et donc, c'est important de ne pas dire comment je peux vous expliquer ça, de ne pas parler des aspects qui vont aller contre la vie, mais d'être concentré vraiment sur les sujets importants. Qu'est-ce qui va venir maintenant au niveau de la COP? Quelle est la route post-COP maintenant? En avril, il y aura la conférence internationale sur la transition juste
jusqu'à l'abandon des combustibles fossiles en Colombie. En Turquie, en novembre 2026, il y aura la COP 31 et c'est l'Australie qui va la présider. La COP 32 se réalisera en Éthiopie et la date limite pour l'échéance finale est 2035. Donc c'est important d'avoir un changement de paradigme d'adaptation à réparation. Passer de l'adaptation à la réparation, d'aide à l'endettement climatique. Pourquoi? Parce que les pays qui ont beaucoup de pouvoir disent nous allons aider les pays pauvres, alors qu'en réalité, c'est une dette climatique qui est en train de créer. Alors qu'ils devraient créer une vraie... Alors c'est une dette climatique qu'ils doivent à ces pays pauvres. Aider les jeunes aussi à prendre le pouvoir. Si ça c'est ma dernière présentation, je voudrais dire aussi, pour laisser l'espace pour les questions réponses, je voudrais parler de certains projets concrets pour les jeunes, pour conclure. La COP n'a pas été un échec par accident, mais parce qu'il a été designé pour être un échec. Le système de consensus protège au plus fort actuellement dans les COP. Et il faut reformer ça de l'intérieur. La jeunesse n'a pas besoin d'être écoutée, elle a besoin de pouvoir et de pouvoir de décision. La participation symbolique ne sauvera pas la planète. La diplomatie climatique est un champ de bataille. C'est une bataille. Comme l'a dit le secrétaire général, nous ne gagnerons pas la bataille, mais nous continuons de nous battre. Le changement réel dit de faire une réforme vraiment de l'intérieur. Les réformes et aussi les manifestations sont complémentaires. Il faut réformer de l'intérieur tout en mettant une pression externe. Nos idées sont politiques. Être un jeune du Salvador dans un pays du Sud global, c'est un acte de résistance en soi. Donc je sais qu'il y a des personnes du Sud global dans cette conférence et je les invite à participer comme un acte de résistance. Comme un acte qui peut servir de transformation dans la société. Je voudrais terminer en disant que il est important l'éducation sur ces sujets importants. D'apprendre sur la justice climatique, faire des discours, mettre de la pression sur les gouvernants mondiaux pour y mettre en place les mesures nécessaires pour arriver à cette échéance en 2035. Il y a beaucoup d'argent qui est donné aux États. Et où va cet argent? Il faut connecter la crise locale avec la crise climatique. Il y a des crises comme l'immigration, l'inégalité. Il faut connecter ça avec la crise climatique. Pour ceux qui sont de futurs leaders, qui sont à cette conférence et qui vont participer dans ces espaces, qui vont participer aux délégations de jeunes et créer des réseaux basés sur la solidarité, pas sur la charité. Pas ceux du Nord vont nous aider, non, c'est une solidarité et de travailler ensemble. Et préparez-vous, toutes les personnes qui m'écoutent, les jeunes ici, préparez-vous pour occuper ces espaces de décision de 5 à 10 ans. C'est vous qui devez être présents dans ces espaces. Beaucoup étudient à l'université et font plusieurs carrières qui sont en lien avec la diplomatie, la politique. D'autres ont déjà leur diplôme. Vous devez occuper ces espaces, justement. Et à partir de là, faire des discours institutionnels. C'est des choses très importantes à faire. Pour que ceux qui sont engagés puissent s'infiltrer dans le système, dans des carrières de l'ONU, dans des commissions européennes, au niveau des ministères, dans le Parlement européen, et de l'intérieur, transformer le système, même si c'est très difficile. Et sans abandonner la partie extérieure aussi. Donc changer le système de l'intérieur avec les valeurs du Sud global. Et c'est important de le faire. Au Salvador, ici, j'ai appris que quand on n'a plus rien à perdre, on risque tout. Vraiment. Mais en Europe, il y a beaucoup de jeunes qui ont le privilège d'avoir de l'espoir. Les jeunes peuvent dire, le système ne marche pas, et continuer avec
leur vie normale. Mais les personnes comme nous qui vivons dans le sud global et nous vivons les conséquences du changement climatique, nous n'avons pas ce luxe. Pour nous, les personnes du sud global, la COP, ce n'est pas juste une déception, mais c'est existentiel pour nous. Parce que nos communautés disparaissent. Le fait que les personnes autochtones entrent à la COP, c'est quelque chose qui parle vraiment du désespoir qu'ont les personnes qui sont en train de disparaître dans nos territoires les plus profonds, dans nos forêts. Ils détruisent la faune et la flore. Il y a un plan pour détruire de nombreux arbres pour le soi-disant développement et ils sont en train de tuer des animaux, des arbres. Ils n'ont pas de voix, mais nous, les personnes, nous en avons une. Et nous devons donc travailler pour transformer cela et les défendre. C'est pour cela que j'aime qu'il ne faut pas romantiser la révolution, mais il ne faut pas non plus diaboliser la réforme. Il faut faire les deux. Brûler le système d'une main et avec l'autre main, construire construire de nouveau. Construire un nouveau système avec l'autre main. Nous ne pouvons pas tout détruire sans aucune option de remplacement. Comme l'a dit la Colombie, nous ne pourrons pas regarder les générations futures dans les yeux si nous ne faisons pas quelque chose aujourd'hui. La COP 30 a été un échec, oui, mais l'échec existe réellement si nous abandonnons. Si toi et moi, nous abandonnons, c'est là que l'échec réel arrivera. C'est pour ça qu'en revoyant mon poste, quand j'ai participé à la COP 26 à Glasgow, j'ai dit publiquement que la COP est un échec. Maintenant, non. Maintenant, j'assume la responsabilité et je dis, ce n'est pas un échec parce que nous continuons de nous battre et nous allons aller jusqu'aux dernières conséquences. Les Européens pourront dire ce qu'ils veulent à ce niveau-là. Moi, je suis dans un endroit de pouvoir, mais nous n'avons pas cette option dans le sud global. Quand nous voyons nos forêts disparaître, nos animaux disparaître, il y a des extinctions de race totales, et nous devons continuer de nous battre pour défendre cela. Donc le temps de la diplomatie cordiale est terminé. Il est important maintenant de rentrer dans une diplomatie plus forte, en mettant plus de pression. Donc, comme je vous ai présenté dans cette présentation initiale. Je crois qu'avec cela, je pourrais conclure sur la participation. Merci à vous pour m'avoir écouté. Et je vous écoute si vous avez la moindre question. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette conférence. Cela nous donne beaucoup d'espoir et ça nous donne de l'énergie pour continuer sur le travail et pour continuer de nous battre contre un système. C'est une véritable nécessité de le reformer. J'aimerais commencer avec la première question en français. Tu as parlé de l'importance sur l'éducation climatique. Comme beaucoup d'entre nous, nous sommes toujours à l'université. Nous sommes en première, deuxième, troisième année de l'université ou sur notre master. Et nous avons des formations très variées. Il n'y a pas de carrés qui ont vraiment focus direct sur le climat. Donc c'est un constat qu'il y a une véritable nécessité de s'informer soi-même sur les enjeux climatiques. Comment est-ce qu'une personne peut intégrer une véritable éducation climatique si nous avons seulement accès à des informations, par exemple sur Internet, comme je le dis. Moi, j'étudie l'économie et je sais que les données peuvent être utilisées comme on le souhaite. Ça peut, au niveau des modèles économiques, on peut plus prendre plusieurs variantes et l'ajouter à d'autres pour que nous puissions utiliser des arguments et dire, vous savez, la quantité de terre affectée par tel travail écologique ont donné tel résultat.
et avoir des données économiques, financières et statistiques. Comment est-ce qu'une personne peut croire à une éducation sincère, transparente, alors que les chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut en fait. Et pouvoir être préparé à la justice sociale et climatique. Très intéressant comme question. Je crois que dans mon expérience personnelle, moi, je n'ai pas étudié, je n'ai pas eu d'études spécifiques au niveau de l'environnement, par exemple. Même au niveau du sujet des droits humains, ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié dans une université. J'ai travaillé au niveau des... Et pourtant, au final, j'ai travaillé au niveau des Nations Unies, au niveau des droits humains. C'est pour ça que, pour moi, l'éducation, c'est un outil. Et souvent, l'université répond au système et aux besoins du système. Donc, comment avoir une éducation qui peut avoir une incidence? C'est une question... Je vais parler peut-être de mon expérience personnelle parce que c'est très difficile de répondre. Le diplôme te donne une valeur politique et te donne de la crédibilité. Mais les actions dans ton quotidien, dans ta communauté, dans ton territoire, dans ton pays, dans tes forêts, dans ta région, cela te donne une valeur, une éthique morale. Et c'est ce dont nous avons besoin dans les espaces. Et aussi, très souvent, il n'y a pas parce que l'université est centrée seulement sur donner une information brute. Et les personnes du Sud global, nous vivons vraiment l'urgence de sauver nos forêts. Donc, très souvent dans les espaces académiques, il y a des égos au niveau des connaissances. Moi, je sais, par exemple, et cela est ma vérité absolue, mais ils ne connaissent pas les territoires. Ils ne savent pas ce que vivent des personnes autochtones. Il y a une romantisation aussi de la vie de ces gens-là. Ils pensent qu'ils vivent dans la nature, avec les animaux, comme dans un rêve. Non, eux aussi ont leurs problèmes, eux souffrent. Ils vivent des risques réels d'être assassinés. Je parle de la Colombie parce que les défenseurs de l'environnement plusieurs fois des défenseurs étaient assassinés. Il y a aussi beaucoup de sujets qui se vivent dans le quotidien. Donc, il faut parler avec l'expérience aussi au niveau du changement climatique. Je ne dis pas que les études ne servent à rien, mais connaître les territoires, c'est une vraie éducation aussi sur ces sujets-là. Nous ne parlons pas de changement climatique, on parle de crise climatique. Et le collapse climatique qui est engendré. Donc il faut s'actualiser, mais depuis les territoires affectés, depuis la nécessité de ces gens-là. Et à partir de là, parler, faire les discours pour quelque chose de global. Dans mon cas, nous avons commencé à faire ça au Salvador, à parler de ces sujets. Nous avons ensuite participé aux espaces internationaux. Nous avons été déçus de ces espaces internationaux, pleuré, nous avons fait beaucoup de catharsis entre nous, mais sans jamais abandonner ces espaces. Parce que beaucoup abandonnent ces espaces, parce qu'il y a beaucoup de déceptions. Donc je crois que l'éducation commence vraiment depuis les territoires, depuis les communautés. Plus que depuis les académies et l'université. L'université devrait répondre à tout cela et les intégrer comme les savoirs ancestraux. Quelle université aurait une étude sur le savoir ancestral des peuples autochtones? Quelle université enseigne cela? Enseigne sur les écosystèmes amazoniques des peuples originaux? Aucune université n'enseigne tout cela. Donc, comment décoloniser la connaissance et l'amener à la réalité? Donc cela pourrait être très important pour que nous puissions avoir un impact
sur ces territoires et ne pas simplement répéter ce que disent des rapports donnés par des experts. Parce qu'ils parlent, ils peuvent être bons, mais ils parlent aussi depuis leur point de vue, mais cela, pour moi, beaucoup moins de valeur qu'un ancien qui vit dans son territoire et qui sait ce qu'il voit et qui voit les conséquences réelles de l'impact. Il voit l'hiver, comment l'hiver est différent dans son territoire. La question dit seulement que est-ce que c'est la diplomatie est spécialisée au niveau de la vision occidentale de la chose, c'est cela? C'est quelque chose de générationnel en fait. Le système a été créé par des personnes qui sont même déjà mortes pour beaucoup d'entre elles. Comme toutes les institutions ont besoin d'être reformées, de s'actualiser. Comment est-ce que nous le faisons? Je crois que le Sud global, justement, offre des outils pour transformer la participation ou ces espaces, ou l'ONU par exemple. La COP30 est un espace qui agglutine le plus de pays et pour autant, il y a beaucoup de diversité d'opinions et aussi il y a plus de complexité sur comment la réformer. L'option est que nous travaillons depuis notre réalité pour réussir d'arriver à cette réforme dont a besoin le système. Mais si nous ne parlons pas de cela, cela n'arrivera jamais. Donc il est important d'en parler depuis notre réalité pour arriver à ces espaces globaux et depuis l'intérieur transformer ces espaces avec la voix du Sud global, si nous appartenons au Sud global. Parce que cela donne de la moralité. C'est pour ça que les peuples autochtones sont rentrés dans la COP, parce qu'ils voulaient être écoutés. Et je ne dis pas cela que la prochaine COP, il faudra rentrer encore une fois, parce que ça ne va pas être un espace amazonique. Mais oui, il faudrait réussir à arriver dans ces espaces. Il y a beaucoup de conférences qui parlent de cela. C'est là qu'entre en jeu la jeunesse. La jeunesse a d'autres yeux pour voir une réalité différente. Ils ont d'autres regards. Et le sujet de l'intersectionnalité, par exemple, ce n'est pas la même chose de parler d'une personne blanche qui a des privilèges ou un homme blanc du Nord, des pays du Nord, à une femme noire indigène et lesbienne, par exemple. Donc là, il faut voir la politique avec de l'intersectionnalité en considérant cela et à partir de là, faire de nouvelles politiques. Pas depuis les privilèges, depuis ceux qui ont pas depuis les personnes qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, mais ceux qui souffrent plutôt des conséquences. Parce qu'il y a une vision très différente. Il y a beaucoup de capitalisme, et le capitalisme, c'est la racine de beaucoup de mal actuel. Et le changement climatique est une des conséquences les plus graves. Le patriarcat aussi est le frère du capitalisme. Donc les femmes sont celles qui souffrent le plus au niveau du changement climatique. Donc en répondant à votre question sur comment est-ce que nous faisons pour que la jeunesse puisse de passer d'être un symbole, un quota, à une participation réelle, c'est très difficile, ce n'est pas facile, le combat est très loin d'être facile, mais nous avons besoin de personnes comme vous qui se forment, qui dialoguent avec les personnes qui prennent des décisions, et même si dans mon pays, il y a un PIB plus faible que certaines entreprises. Donc notre pouvoir est nul. Ils vont à la COP et c'est vraiment de la décoration, comme un drapeau tout simplement. Ils ne sont pas écoutés. C'est là que nous devons nous articuler, nous combiner nos actions de manière régionale pour avoir plus d'incidence. Et c'est la clé. Passer depuis l'action individuelle à l'action collective. Et cette dimension est aussi compliquée au niveau personnel, parce qu'il y a beaucoup d'ego académique, où moi je connais, moi je sais, et d'autres
Donc toi, comme tu n'as pas ce master, ce diplôme, telle chose, je ne t'écoute pas. Et donc tu n'as pas l'importance que tu devrais avoir dans cet espace diplomatique. Alors qu'en réalité, ce n'est pas nécessaire. Si, c'est nécessaire, mais je crois que les deux choses le sont. Écouter toutes les voix pour, pour se nourrir l'une et l'autre, en fait. Donc c'est vraiment une clé. La diversité, dans la diversité, il y a une force, pas l'inverse. Il ne faut pas exclure, mais nous rencontrer avec la nouvelle génération, écouter les personnes qui ont du savoir aussi, valorer les personnes des générations passées qui ont créé l'ONU, qui ont créé la COP, tout ça. Mais il faut aussi savoir transformer ça depuis l'intérieur, depuis l'extérieur. Et aussi aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les campagnes en ligne ont beaucoup d'impact. Croyez-le que les campagnes en ligne ont énormément d'impact, plus que ce que vous pensez. Une vidéo sur TikTok peut toucher plus de 2 millions de personnes, ce qui est impossible en personne. Ce n'est pas possible, personnellement, de réunir 2 millions de personnes. Avec les réseaux sociaux, vous pouvez le faire. Quelle manifestation on pourra avoir ça? 2 millions de personnes réunies dans un même endroit, c'est compliqué. Il n'y a pas d'espace physique qui permette ça. Donc les réseaux sociaux ont un véritable impact. Et je crois que cela, c'est comme mettre ces sujets à l'agenda. Et ils ne veulent pas que cela arrive. Ils veulent que la jeunesse soit toujours en décoration. Les personnes qui vont pour la première fois à la COP vont là-bas. Qu'est-ce que je fais? Il y a tellement d'espace. Et c'est de la participation symbolique. Donc, il faut être très astucieux. Rentrer, même si nous allons nous tromper, puisque nous sommes jeunes, c'est normal. Il ne faut pas avoir peur de l'échec pour transformer la diplomatie. Et depuis notre vision jeune, il faut changer le système, mais nous ne pouvons pas tout jeter, mais plutôt le transformer. Nous devons aller au-dessus de la vision du bien et du mal. Et toutes les personnes au niveau personnel, nous avons un côté lumineux et obscur. Comment embrasser notre obscurité aussi, en étant conscient que ce que nous refusons est à l'intérieur de nous. Le système aussi, nous faisons partie aussi de ce système. Et comment le changer? Donc il faut beaucoup d'humilité. Et réformer tout ça. Il faut travailler et en parler au niveau de notre position personnelle, bien sûr. Si moi j'ai ce privilège, par exemple, je dois l'utiliser pour les personnes qui réellement n'ont pas l'accès. Moi, je suis allé à COP Trump, par exemple, et j'ai dit non. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas être là. Moi, je dois le faire au mieux avec les outils que j'ai pour donner une voix à ces personnes qui ne peuvent pas être présentes. Donc, je pourrais dire cela. Il y a une autre question aussi. Quelle est ma vision de la Chine qui a un grand impact climatique? J'ai beaucoup de colère contre la Chine, justement. Nous sommes allés voir à une forêt qui est en train d'être avec une déforestation avec l'aide de la Chine dans mon pays. Et est en train de détruire des forêts dans le pays. Ils ont dit qu'ils allaient replanter ailleurs, mais on ne peut pas déménager des écosystèmes, ce n'est pas possible. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont détruire des arbres. Ils le disent qu'ils replanteront ailleurs, mais non, ça ne marche pas comme ça un écosystème. Je crois que la Chine a des intérêts très forts dans la région du Sud, au niveau de la nature. Parce que c'est un des pays les plus peuplés. Et donc, ils ont besoin de beaucoup de ressources. Et toutes ces régions du Sud global, il y a beaucoup d'intérêt. Donc, et aussi du fait que je vis dans un État avec des carences démocratiques, on va dire. Donc, ils ont une vision différente sur beaucoup de choses. Et il faut réussir à trouver le côté positif à ce niveau-là et voir qu'il y a des choses aussi
il est important de dialoguer aussi avec ces personnes-là et comment dialoguer avec d'autres pays, d'autres cultures, de l'autre côté de la planète. C'est très intéressant comme question parce que justement, moi, je suis dans le côté, je suis en Amérique centrale actuellement et la Chine a un véritable impact dans mon pays, détruisant des forêts. Donc je crois qu'il faut revoir les stratégies internationales et au niveau diplomatique, c'est urgent d'agir pour qu'il y ait plus de diplomatie en lien avec le changement climatique. Je vais voir s'il y a plus de questions. J'en parlais ça justement de la participation des jeunes, symbolique des jeunes, et la participation réelle doit être faite dans les territoires. Et c'est en partant de ces territoires que nous allons pouvoir arriver ensuite dans les espaces globaux. Et la question suivante, c'est de Gaston, du Agbo, avec une licence dans le diplômé de licence en sciences politiques. Et sa question est, j'aimerais bien savoir quel est le lien qu'il y a entre la diplomatie climatique et les droits humains. Très bonne question, parce que ça va très bien avec le sujet. C'est une des choses, un des sujets que je voulais toucher justement, parce que moi je travaille au niveau des droits humains. Je suis dans les bureaux de l'ONU, des rapporteurs spéciaux de l'ONU au Salvador, au niveau de l'impact économique, mais aussi au niveau des conséquences climatiques sur les populations les plus vulnérables du Salvador. Et donc quelque chose qui m'amène à cette intersection entre les droits humains et l'environnement, c'est que, par exemple, je vais vous donner un cas concret dans mon expérience et dans ma réalité. Actuellement, ils sont en train de détruire une forêt dont j'ai parlé, avec la coopération qu'il y a avec la Chine, mais la destruction de cette forêt, la déforestation, fait que c'est une recharge hydraulique pour plus de 2 millions de personnes. Et donc là, on touche le droit à l'eau de 2 millions de personnes. Si l'on détruit toute cette forêt, quel impact il y a sur les droits humains de ces personnes-là et leur droit à l'eau, qui est une nécessité. Aussi, selon les rapports de l'IPCC, la déforestation d'autant d'hectares de cette forêt va avoir 20-50% de possibilité d'augmenter les inondations dans la ville. Donc le droit à la vie est à risque, puisqu'une personne qui va se noyer parce qu'ils ont détruit cette forêt, on ne la voit pas sur le moment, cette conséquence. Mais le droit à la vie est clairement touché, parce qu'ils détruisent les arbres, qui sont des recharges hydrauliques pour ces personnes, qui produisent l'oxygène. Donc ils retiennent aussi l'eau pour qu'il n'y ait pas d'inondation, justement aussi. Donc cette vision du développement, malheureusement, va être une vision de chaos plus que de développement. Et ce lien, il faut toujours le faire. Et aussi, si nous parlons de changement climatique, de crise climatique, nous parlons aussi de crise de pouvoir et d'inégalité. Il y a des intérêts économiques et nous devons être présents puisque les droits humains sont un outil avec une grande valeur pour se positionner, mais aussi les sujets justement de l'environnement. Dans tous les espaces, faire toujours le lien entre les droits humains et l'environnement. La Cour internationale de la justice parle de considérer l'écocide comme un délit. Et juger les personnes de manière individuelle pour écocide, pour ne pas considérer justement les aspects de l'environnement et qui ont un impact ensuite sur différents droits humains. Le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à un environnement sain. L'ONU a décrété le droit à un environnement sain et ces éléments servent pour faire ce lien avec l'environnement. Donc, indépendamment d'avoir étudié les sciences de l'environnement, nous pouvons faire ce lien avec le changement climatique.
Je vois une transformation silencieuse des espaces multilatéraux qui s'inclinent sur le financement transnational ou des entreprises de technologie mondiale qui injectent des prêts avec remboursement à des pays en développement. Comment considérer les organismes internationaux comme les Nations Unies et autres organismes peuvent lutter contre ce conflit éthique d'accepter des fonds d'entreprises multinationales pour financer des fonds d'environnement dans les mêmes territoires qui souffrent l'extractivisme? C'est une question très profonde et une réalité que l'on voit vraiment à la lumière du jour. Je crois que les entreprises, il faut être vraiment honnête à ce niveau. Et moi, je disais, les lobbyistes du fossile, ils ont leur plan très marqué, ils savent ce qu'ils veulent. Et une partie de cela, c'est de faire cette diplomatie silencieuse, injecter les fonds qui leur permet à eux de pouvoir prendre des décisions. Donc là, nous voyons comment l'argent continue de dominer. Donc ces entreprises transnationales qui ont souvent un PIB supérieur au pays prennent des décisions qui va littéralement tuer des gens. Et il y a de l'argent injecté par ces fonds verts d'environnement. Bien sûr, il y a une double morale. Mais aussi, nous avons besoin de cet argent. Donc, c'est un sujet très compliqué. Aujourd'hui, les Nations Unies ont eu beaucoup de coupures de financement très alarmants. Et ces entreprises ont pris donc plus de place. Il y a aussi des gouvernements qui sont complètement dominés par ces entreprises-là. C'est très compliqué. Vraiment, ce n'est pas facile de répondre à ça. Mais malheureusement, je pense aussi que nous avons besoin de cet argent sur toutes les agences de l'ONU. Et je crois qu'il faut... Le monde, c'est comme je le dis encore une fois, c'est une question vraiment clé. Parce que le système est tellement détruit de l'intérieur, ça ne devrait pas être le cas. Mais pratiquement, le système est extrêmement détruit et designé de cette manière. C'est pour ça qu'il faut faire cette diplomatie. Cette question qui a été faite montre complètement ce qu'est le système actuellement et parle du fait que le pouvoir est entre les mains de ceux qui ont le pouvoir et pas entre les mains de ceux qui... et pas entre les mains du peuple, malheureusement. Elle demande comment avoir un impact réel sur les gouvernements. Les gouvernements, je crois que c'est un sujet très ample. Et là, nous allons dire, utilisant le système en soyant riche et millionnaire, mais c'est compliqué. C'est possible, mais l'impact aussi commence à partir des territoires et à partir de la connexion que vous pouvez avoir avec vos territoires. Avoir un véritable impact sur nos quartiers, sur nos régions, faire quelque chose pour nos gens, continuer de participer aux espaces internationaux et continuer à faire le discours, ne pas être hypocrite en disant les choses. Avoir un double discours, ce n'est pas la solution. Il ne faut pas avoir peur de dire ce que l'on pense vraiment devant ces gens qui ont le pouvoir et ne pas essayer de les séduire ou d'avoir un impact moindre sur notre discours. C'est pas quelque chose que l'on fera du jour au lendemain, bien sûr. Mais l'impact, c'est à long terme. En conservant cette position, en étant diplomatique, en étant fonctionnaire, en devenant ministre de l'Environnement, en intégrant la justice, l'économie, et là, vous aurez un impact réel. Mais c'est l'impact... Mais il faut aussi assumer une carrière politique. Pourquoi? Parce qu'on voit le chemin tellement pourri de l'intérieur qu'on ne veut pas participer à cela. Mais si nous avons les valeurs éthiques et morales, nous pouvons totalement
prendre ces espaces politiques et les transformer depuis l'intérieur. Ça va être très compliqué, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais au moins notre génération, à futur, nous allons la voir et dire que nous avons fait le maximum, tout ce que nous pouvions, même si les gouvernements prenaient de mauvaises décisions pour détruire cette planète qu'ils prennent actuellement. Ils prennent cette décision actuellement. La planète est un collapse total. Et nous ne devons pas fermer les yeux au niveau de cette réalité et continuer de nous battre. Donc je veux vous remercier à tous pour cet espace et l'opportunité d'être présent aujourd'hui avec vous. Et je remercie aussi le traducteur, à Thomas, à tous les organisateurs de cette conférence qui a été enregistrée pour la voir. Donc merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui pour m'écouter et je suis tout à fait à votre disposition si vous souhaitez me contacter au niveau des diverses organisations pour voir quel projet en commun nous pourrions peut-être réaliser ensemble un jour. Vous avez mon contact dans mes réseaux sociaux en tant que Jonathan Mendes. Nous avons aussi fait la page Instagram pour pouvoir partager tout ça. Merci beaucoup Jonathan pour votre temps. Merci à tous pour ceux qui sont connectés aujourd'hui et pour votre participation et la collaboration aujourd'hui dans cet espace de communication. Et nous restons en contact, bien sûr, pour continuer d'offrir ce genre de conférences qui sont nécessaires et qui sont extrêmement nécessaires. Les nouvelles générations, celles du futur, celles d'aujourd'hui, seront en charge du futur de notre planète. Et donc, avec ce genre de mentalité, ce genre d'information, nous pouvons avoir un véritable changement sur le système actuel. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous pour s'avoir connectés. Et j'espère que vous passez une bonne journée.